les documents qu'il faudra éventuellement. Ça, c'est ce qu'on va filmer. On va regarder tout ensemble ici ce qu'on va filmer. Ouais. Ce sera plus simple de séparer. Ouais. Alors, ok, quand vous voulez. Je m'appelle Michel Merovka, M-E-R-O-W-K-A. Je fais l'interview de Jean Heinemann, H-E-I-N-E-M-A-2-N. Nous sommes le 27 juin 1996 et cette interview a lieu à Roquefort-les-Pins, qui est situé entre Nice et Grasse, en France. Pouvez-vous vous présenter, nous dire votre nom, s'il vous plaît? Jean Heinemann, H-E-I-N-E-M-A-2-N. Avez-vous eu d'autres noms ou d'autres sobriquets? Non. Quelle est votre date de naissance? Le 17 mai 1909. Ça vous fait quel âge? Maintenant? Oui. 87 ans. Où êtes-vous né? Dans quelle ville? Dans quel À pays? Berlin, en Allemagne. D'abord, on va parler un petit peu de votre enfance, si vous voulez bien. Quelle a été votre jeunesse? Comment s'est passée votre jeunesse? Vos parents? J'ai été élevé par ma mère parce que mon père est décédé, j'avais à peine 3 ans. Et le frère de ma pauvre mère, qui était médecin, s'est beaucoup occupé de mon éducation. Je suis allé après dans un lycée humaniste, le grec et le latin, et j'ai fait mon bachot. Pendant ma jeunesse, pour aider ma pauvre mère, j'ai donné des leçons l'après-midi, parce qu'en Allemagne, on ne va pas à l'école l'après-midi. Ensuite, j'ai commencé des études à l'école polytechnique, mais ça m'a beaucoup déçu. Et je suis arrivé finalement à HEC, Hautes Écoles Commerciales. Et là, j'ai fait mon diplôme à une époque où il y avait un terrible chômage. Ouais. Alors, comme langue facultative, j'avais choisi le français, et c'est cette matière-là où j'ai eu la plus mauvaise note, parce que lorsque mon prof français m'avait demandé à quoi vous servira votre diplôme, j'ai dit à pas grand-chose, parce qu'il y avait une période de chômage terrible. Ensuite, j'ai cherché du travail, j'ai commencé une thèse de doctorat que j'ai pas pu finir à cause de la suite de ma vie. J'ai finalement trouvé un emploi très intéressant dans une maison qui faisait de l'organisation, mais ça a duré seulement quelques mois, parce qu'entre-temps, Hitler est arrivé au pouvoir et avait obligé toutes les entreprises publiques de ne pas travailler avec des entreprises qui occupaient des juifs. À ce moment-là, donc, je suis parti en France, où j'ai passé déjà 2 mois en 1931 comme étudiant, et où j'ai trouvé une atmosphère qui m'a tellement séduit que je voulais toujours vivre en France, ce qui s'est finalement accompli, entre guillemets, grâce à Hitler. Façon de parler. Et vous pouvez dire en quelle année vous avez quitté l'Allemagne alors? En 1933, avril 1933, j'ai très rapidement trouvé un travail comme secrétaire et traducteur. J'ai réussi à faire 6 semaines après ma future femme, avec laquelle je vivais déjà à Berlin. Et nous avons après, pour des difficultés d'autorisation de travail, que ça devenait de plus en plus difficile, on a constitué une société qui nous a permis de travailler comme organisateur et comptable jusqu'à l'approche de la guerre. Et là, vous étiez à quel endroit en France? À Paris. À Paris. À Paris, on habitait la banlieue de Paris, Villemomble. C'est là d'ailleurs que je me suis marié en 1938. Et en 1939, il y a eu la déclaration de la guerre. On a été interné comme ressortissant allemand, parce qu'on est devenu l'objet d'un conflit entre le ministère de la Guerre et le ministère de l'Intérieur.
Et à l'époque, André Philippe, ministre du gouvernement de Gaulle, avec lequel j'étais en rapport, est même intervenu, mais sans résultat. Et finalement, ça s'est terminé à Nevers où on a été interné. Et là, on a eu finalement obtenu la possibilité de s'engager pour la durée de la guerre. On voulait rentrer dans l'armée française, mais on nous a dirigés sur la Légion étrangère. Alors j'ai été affecté au Maroc, où j'ai fait mon service militaire jusqu'à décembre 1940. J'ai été démobilisé sur Marseille, où j'ai retrouvé ma femme et ma mère qui s'étaient réfugiées via Nice à Marseille. Donc votre mère, entre-temps, était venue d'Allemagne. Ma mère est déjà venue d'Allemagne en 1933, peu après ma propre arrivée, parce que tant qu'elle était en Allemagne, j'étais pas tranquille pour son sort. Et elle est venue en France, on a vécu ensemble dans la banlieue, et je l'ai retrouvée après lors à Marseille. J'ai retrouvé elle et également ma femme. Pour revenir un petit peu à ce qui se passait encore en Allemagne, est-ce que vous sentiez de la montée de l'antisémitisme? Est-ce que matériellement... Pas matériellement, j'ai été très choqué par l'agression de deux cousins qui ont été agressés par des nazis et molestés d'une façon terrible. Ça m'a donné un choc. D'autre part, comme étudiant, je travaillais dans une compagnie d'assurance avec d'autres étudiants et alors là, je me suis affronté avec eux qui étaient pour le programme nazi. Et moi qui faisais des études d'économie politique, je disais que ça ne tient pas debout, c'est dérisoire. Donc on sentait évidemment la montée. Mais vous étiez un juif pratiquant, Non, pas du assimilé tout. ou Non, fréquentiel? c'est pas en tant que juif. Autour de moi, j'ai vu ce qui arrivait aux juifs. Et finalement, c'est l'exclusion économique qui m'a déterminé de partir. Plus que le fait d'être juif Ben, et de souffrir du les judaïsme. deux, parce que on ne se sentait pas à l'aise avec tout ce qui se passait. Hein. Et Il y avait des cas terribles. J'avais un cousin qui était procureur de la République allemande, qui pensait toujours, ça s'appelait juif de nationalité allemande. Il croyait être à l'abri de toute persécution et finalement il a été déporté aussi. Et votre famille était depuis longtemps en Allemagne? Oh oui, la famille de ma mère remonte à 1500. Ils étaient des conseillers financiers des évêques de Fulda Ah oui. à l'époque. Oui, donc c'est une famille très ancienne. Oui, du côté de mon père, j'ai perdu la trace, je ne sais pas. Oui, donc ce ne sont pas des Allemands immigrés, Non, 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 ce sont non. des Allemands tout à fait intégrés à l'Allemagne. C'est des générations, depuis des générations, que la famille était établie en Allemagne. Et le reste de votre famille a senti le danger venir? Oui, en partie. Mon oncle, il a pu partir en Amérique. Des cousins sont passés par la Yougoslavie et en Israël. D'autres sont allés en Amérique, mais d'autres ont péri aussi dans la bagarre, qui ont été déportés. Et même ma pauvre mère, finalement, que j'avais sauvée de l'Allemagne, elle a été déportée en partant de la province de l'Ardèche où on l'avait évacuée. Et ce home d'étrangers juifs a été capté par la Gestapo un jour. Je ne sais pas comment ils ont eu l'adresse, mais il doit avoir eu des connivences avec la préfecture de Marseille. Et elle a été gazée à Birkenau. Oui, ça vous l'avez su par la suite. Oui. En fait, quand la guerre a été déclarée, donc vous étiez à Paris. Oui,
à Paris, oui, à Villemomble. On descendait, on a appris la guerre en descendant en kayak la Seine de Paris jusqu'à Rouen. Et là, on nous a dit, on a mis les chaînes dans le port de Rouen, ça veut dire qu'il y aura la guerre. Et le lendemain, elle a été déclarée. Donc vous vous rappelez précisément le jour de la déclaration de la guerre. Septembre, octobre. Alors que s'est-il passé à ce moment? Au moment de la déclaration de la guerre, alors là, il y a eu l'internement, on a été convoqué au Vélodrome d'hiver, et de là, on a été amené à Nevers, où c'était pas un camp de concentration, c'était très libre, il y avait des cours, et j'étais ensemble, pas dans la même chambre, mais dans le même camp, avec Walter Benjamin, qui est devenu malheureusement seulement célèbre après son suicide. Et là, on faisait des conférences, et ça durait, c'était donc en septembre-octobre, et c'est en décembre, janvier qu'on a pu s'engager dans la Légion étrangère, parce qu'on ne voulait pas nous mettre directement dans l'armée française. Pourquoi? Aucune idée. Donc là, vous étiez encore allemand à cette époque? Oui, je n'étais pas encore naturalisé. J'avais fait une demande de naturalisation, mais qui n'avait pas encore abouti. Et elle a abouti par la suite Mais après, j'ai été naturalisé d'office. Comme engagé volontaire, c'était plus une difficulté après. Donc là, vous avez été engagé, vous avez été envoyé où à ce moment-là? Comment? Où avez-vous été envoyé quand vous avez été engagé volontaire? On a été envoyé via Oran à Fès, au Maroc. Et là, on faisait des patrouilles de police. Et moi, un jour, on nous a convoqués en nous posant la question qui est volontaire contre tout le monde. Et c'était au moment où le gouvernement s'était replié à Bordeaux. Et on avait peur qu'il y ait un changement d'alliés. Alors, on a refusé de se porter volontaire et alors, comme réaction, on nous a considérés comme 5e colonne et affectés dans une compagnie disciplinaire. Alors, c'était un service particulièrement dur, avec des mulets, on faisait des tours de police. Mais enfin, on a pensé que je me suis expliqué après avec les responsables militaires en disant je me suis engagé dans des conditions très précises, les adversaires étaient bien désignés et je ne veux pas m'engager à aller contre l'Angleterre. Oui, bien sûr. Alors bon, ça m'a valu un service assez dur, mais enfin, je m'en suis sorti. D'ailleurs, la grande déception à la Légion étrangère, c'est que tous les sous-officiers étaient d'origine allemande et plutôt pour Hitler. Ah bon, ils étaient engagés en France dans la Légion étrangère? Oui. Alors ça, c'était une déception morale. Et lorsqu'on a été démobilisé, ils ont dit, vous allez voir, les Allemands vont vous recevoir à Marseille et vous condamner comme traître de la partie puisque vous avez changé de camp. Alors c'était tous des douches froides, morales. Et alors ensuite, à la fin donc en 40, vous avez été démobilisé? Oui, en 40, j'ai été démobilisé. J'ai retrouvé assez rapidement du travail à Marseille. Et là, on a vécu, mais après, il n'y avait plus la zone libre. Alors ça devenait assez difficile. Il fallait que je me procure une fausse carte d'identité. Il fallait que, quand il y avait des contrôles pour aller au travail, s'ils contrôlaient les tramways, je prenais le vélo. S'ils contrôlaient les rues, je prenais le tramway. Et c'est là, en 1943, dans cette entreprise, il y avait les Allemands qui venaient acheter du matériel et j'ai dit à tout le monde, je refuse de faire l'interprète parce qu'ils savaient que je savais l'allemand. Alors il y avait un ancien légionnaire qui s'est engagé plus tard dans la Ligue anti-bolchevique
qui m'a dénoncé à la Gestapo et c'est là que j'ai été arrêté. Mais vous avez parlé de fausse carte d'identité. Est-ce que vous avez changé d'identité à ce Non, moment-là? non. En quoi était-elle fausse alors? Ben, le prénom, j'ai pas mis mon prénom allemand. Oui. Et le reste, elle était immatriculée à Cuers, dans le Var. Mais autrement, j'ai pas changé de nom. Et vous aviez mis que vous étiez né à quel endroit? À Cuers. Ah, vous aviez mis que vous Cuers, étiez né à oui, Cuers. dans le Var. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous avez vous êtes caché à un moment donné? Oui, à Marseille, il y avait des rafles d'ailleurs, il y avait à ce moment-là un camp aux Milles qui recevait tous les étrangers en transit. Et là-dedans, il y a des gens, des écrivains allemands, des gens illustres qui sont passés par ce camp. Alors, lorsqu'on avait un ami qui était agent de police, lorsqu'il y avait des rafles, il nous prévenait, on ne couchait pas chez nous. On allait coucher chez des amis. Donc c'était pas de tout repos. C'était pas de tout repos. Et alors, comment s'est passée votre arrestation? Mais l'arrestation, ils sont venus dans l'entreprise, ils ont demandé après moi et encore un jeune Autrichien qui était... Alors on a été arrêtés tous les deux. Ils ont cherché ma femme à la maison et de là on est passé d'abord par la prison de Saint-Pierre à Marseille. C'est une très ancienne prison et on est dans cette prison avec un pasteur protestant qui avait sauvé et caché des juifs, avec un prêtre catholique, avec d'autres israélites. Ma femme qui a été mise à part, elle a demandé à me joindre, elle m'a rejoint dans la solide collective. Et finalement, on a été transporté à Drancy. Elle est venue plus tard, je l'ai trouvée après à Drancy. Et à Drancy, j'ai profité d'abord d'un régime de faveur comme conjoint d'Ariane. Et la sœur de ma femme a envoyé un document qui prouvait qu'elle est arienne. Et alors, on m'a envoyé d'abord j'avais encore tous mes papiers, tous mes vêtements civils, à Cherbourg. C'était l'organisation TOT. Et puisque je savais l'allemand, on m'a mis avec un chef de chantier. Et de là, j'aurais pu partir facilement, me sauver. Mais j'avais convenu avec ma femme que j'attende sa libération avant de me sauver, parce que j'ai raisonné que si je me sauvais avant, on va la garder. Et finalement, est arrivé un jour sont arrivés deux SS qui, de Paris, de Drancy à Cherbourg, seulement pour me ramener à Drancy, parce que ma femme avait refusé le divorce avec moi. Ah, c'était une des conditions alors pour que... Oui. Et alors à ce moment-là, j'avais perdu le régime de faveur et ils ont libéré ma femme qu'après ma déportation. Et ma femme, croyant elle avait un papier pour aller rentrer en Allemagne, elle est allée à Marseille, elle a vu qu'ils avaient tout fauché, elle est allée se plaindre à la Gestapo avec le résultat qu'on l'a arrêtée à nouveau. Et de là, elle est partie par Saarbrücken, par des camps extrêmement durs, pour échouer à Ravensbrück. Ah, donc elle-même a été déportée de son Oui, côté. oui. Et à Ravensbrück, elle a été libérée peu avant l'arrivée des Allemands, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit qu'ils ont détenu aussi des Allemandes. Et on s'est retrouvés après par miracle lorsque moi j'étais au Sana. Et elle est arrivée seulement au mois d'août. Moi j'ai été libéré fin mars. Et c'est là que on s'est retrouvés. Oui.
Bon. Si vous voulez, on va revenir plutôt à ce qui s'est passé pendant la guerre. Quand vous avez été arrêté, ensuite donc au Drancy, Oui. et puis de Drancy. Mais de Drancy, un jour, on a été déporté dans des wagons à bestiaux. Alors là, c'était atroce parce que on était tellement nombreux qu'on ne pourrait presque pas s'ager. Il n'y a pas de question, s'asseoir, c'est déjà difficile. Il faudrait rester debout assez longtemps. Et sans boire, il faisait une chaleur terrible. À quelle date exactement vous avez été déporté, justement? Ça a dû être au mois de juillet. Juillet 43? Oui. Puisqu'on est arrivé juillet ou début août, à peu près à cette... je ne peux plus vous dire exactement la date. Alors, il y a des gens qui sont devenus fous dans le wagon. Alors moi, j'ai essayé de passer par un fenestron. Il y avait du fil de fer. Mais lorsque j'ai commencé à défaire le fil de fer, il y a des gens qui m'ont empêché en disant « Oh, si vous faites ça, ça va tomber sur nous. » Et finalement, c'était aussi assez dangereux. Il a fallu se glisser sur la voie, faire glisser sur la voie. Et il y avait quand même des gardes armés. Il y a des gens qui ont essayé, qui ont été tués par les gardes. Alors finalement, on a enduré ce voyage et on est arrivé à Auschwitz. Au bout de combien de jours? Vous vous souvenez à peu près? Oh, ça a duré une trentaine d'heures. Hein. Pendant lesquelles vous n'êtes pas du tout sorti du wagon? Non, 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 non. Et alors, là, j'ai essayé de glisser un pied dans un wagon dans un train c'était à Karlsruhe, je crois, qui était en face en disant essayez de faire partir ça avec l'adresse de ma belle-sœur. Et ça, c'est arrivé. Et c'était un des rares messages que j'ai pu fournir. Et alors, l'arrivée d'Auschwitz, alors on avait nos affaires qu'on avait emportées de Drancy, on avait encore toutes nos affaires. Alors il y a une bande de capots, de déportés qui s'est précipitée sur nous, qui ont tout arraché, les valises, tout ça en l'air, et ils ont fait un tri qui était capital parce que c'était le tri ou au camp de travail ou au four. Alors tous les gens âgés, les enfants, les gens handicapés qui n'étaient pas en bonne santé, d'un côté, qui sont passés au four, ça on ne savait pas, mais on a su après. Et nous, on est arrivés au camp, alors sans rien du tout. Et alors là, on a été rasé, coupé les cheveux, habillé en rayé et tatoué. Alors, ça c'était la transformation d'une personne individuelle dans un numéro qu'on avait tatoué sur le bras. Donc vous avez ce numéro Ouais. tatoué sur le bras. C'est d'ailleurs, à un moment donné, ma seule légitimation. Donc pendant que vous étiez... c'est la première chose qu'on vous ait fait à Auschwitz. Oui, alors ils ont pris tous les renseignements, l'identité, la profession. Et la profession, c'est quelquefois, j'avais un ami que j'ai connu là au camp, qui a dit qu'il est cuistot, c'était un ancien député communiste, et ça lui a sauvé la vie parce qu'un jour, il y avait une commission, je peux l'enlever? Il y avait une commission d'hygiène, c'était vraiment incompréhensible, on laissait crever les gens, il y avait une commission d'hygiène qui ordonnait qu'il fallait éplucher les pommes de terre qu'on mettait auparavant dans notre soupe, comme ça. Et alors, on a cherché quelqu'un pour éplucher les pommes de terre, on a vu cuistot, et
ça lui a sauvé la vie parce qu'il était dans un commando où il faut porter des sacs de ciment de 50 kilos toute la journée et lui, il n'était pas très... Quoi. Alors, on ne prévoit pas toujours. Et d'ailleurs, Sempron, l'autre jour, a raconté la même chose. Lui, il y avait quelqu'un qui lui a donné une profession de décorateur, je crois, qui lui a sauvé la vie dans le camp. Et vous, qu'est-ce que vous aviez donné alors comme profession? Moi, je ne me rappelle plus. Ah bon? Et vous avez été affecté rapidement? Vous êtes resté à Non, Auschwitz? alors on est arrivé dans ce camp, on est resté 2-3 jours à Auschwitz, et on couchait sur le ciment. Et de là, on a été transporté dans un camp à 8 km à peu près d'Auschwitz. On a guetté les rues, les indications pour savoir où on va. Et ça, c'était un camp en cours de construction. Et alors là, on a vu des gens qui fouillaient dans les ordures des déportés. Alors on a dit, c'est dégoûtant. Après, on a compris, ils avaient tellement faim qu'ils essayaient de récupérer quelque chose dans les ordures. Alors, le premier jour, on était là, on ne faisait rien. Après, on commençait à former des corvées. Et alors là, j'étais avec un copain qui était mécanicien de machines à écrire. Il y a le commandant du camp, qui était aussi un interné, un polonais arien, de la résistance polonaise, qui cherchait quelqu'un qui se connaissait dans les lampes à carbure. Alors là, je me suis rappelé, comme gosse, j'avais une lampe pour mon vélo qui marchait au carbure. J'ai dit oui, moi je m'y connais, mon copain c'est un mécanicien. Il a dit bon, venez avec moi. Alors on a créé un service qui nettoyait et remplissait les lampes pour les mineurs, les déportés mineurs qui sortaient tous les jours dans les mines de charbon qui sont dans cette région, qui étaient dans cette région. Et là, on était exonérés de l'appel, enfin, on avait énormément d'avantages qui finalement nous ont sauvé la vie. Oui, c'est très important ça. Voilà. Du camp dans lequel vous étiez après Auschwitz? Javorno, J-A-W-O-R-Z-N-O. C'était un camp qui, à l'époque, était en construction, mais qui s'est amplifié et qui fournissait la main-d'œuvre finalement aux mines. Et on était aussi en train de construire une très grande centrale électrique pour marcher avec le charbon des mines. Et alors là, on était dans les baraques, enfin ça c'est assez connu, le régime était très dur, surtout pendant l'hiver, il fallait rester à l'appel, et s'il manquait quelque chose, ça durait quelquefois 1 heure ou 2 dans le froid. Et d'ailleurs, c'est là que l'avantage d'être exonéré de l'appel était précieux. Et là, vous étiez exonéré? Oui, on n'était pas obligé de rester parce qu'on devait faire notre travail. Mais les autres, ils devaient rester, et alors ça nous a aidés énormément. Mais dans cette... c'était la lampisterie, ça s'appelait, la lampisterie du camp. Alors là-dedans, on était à côté d'un service de menuisier, c'était des Polonais, ariens, avec lesquels on était très bonne relation, mais malheureusement, on avait chez nous un gars qui trafiquait des cigarettes avec les Polonais, et un jour, on nous a... Ça fait sauter la lampisterie. Ah bon? Alors on s'est trouvé dans un autre commando où j'aurais jamais pu tenir, avec le copain, le mécanicien. Alors on a fait du boycottage, on n'a pas fait le travail, et pourtant les capots, ils
voulaient qu'on travaille pour qu'eux ne soient pas attrapés par les SS. Qu'est-ce qu'ils vous demandaient de faire? De remplir des lorries, là, vous savez, des wagonnets. Mais c'était crevant. Alors nous, on a refusé. Alors ça nous a sauvé la vie parce qu'un jour, le chef de camp est venu en disant j'ai besoin de quelques types pour un autre commando. Alors le capot de notre groupe, il a dit débarrasse surtout de ces deux types-là qui veulent rien faire. Et on nous a affectés à un autre commando, c'était la briqueterie. Alors la briqueterie, c'était une usine à briques ancien modèle, et c'était en hiver, et il y avait un feu là. Alors quand on venait de l'appel où il faisait froid, on revivait dans la chaleur de cette briqueterie. Et alors là aussi, on a fait essayer on était avec d'autres camarades qui voulaient faire du zèle en croyant que ça va améliorer leur situation. Et mon copain et moi, nous, on a refusé. Alors on a fait du sabotage, on a fait dérailler les chariots, on n'a pas rempli les chariots comme il fallait. Et ça, les SS qui nous gardaient, on avait 4 SS pour une dizaine de travailleurs, de déportés. Ils se sont aperçus et il y en a un qui a dit ah, toi, tu es toujours le dernier. Alors, c'était pas sans risque. Hein. Oui, justement, Ouais. c'est ce qui me semblait. Et de là, j'ai réussi un jour de faire partir, parce qu'il y avait des ouvriers civils aussi dans cette briqueterie. J'avais réussi à trouver du papier à la menuiserie, j'ai fabriqué une enveloppe. J'ai pu écrire une lettre à la sœur de ma femme. J'ai trouvé même un timbre et j'ai mis cette lettre sous une pierre dans la briqueterie en faisant dire aux ouvriers civils polonais par un camarade polonais qu'il y a cette lettre qu'ils veulent bien la faire partir. Et cette lettre est arrivée. Donc ces civils pouvaient sortir Oui, du camp ces civils, c'était formidable. Il y avait une femme qui savait qu'on avait faim, qui mettait des sandwichs à notre portée de façon qu'on puisse... mais alors, à l'intérieur des déportés, il y avait une telle dissension, il y avait des bagarres pour les sandwichs. Les gens s'entretuaient pour manger. Et il y en avait qui se déplaçaient comme un chien avec le nez par terre pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui allait tomber par terre. C'était terrible. La faim, c'est quelque chose de terrible. Et c'était votre lot quotidien, je suppose. Mais oui, on avait... C'était terrible aussi qu'on ne pouvait rien garder. On vous distribuait la ration de pain le soir. Si vous voulez la garder pour le matin, moi ça m'est arrivé, j'ai mis sous mon coussin. Le lendemain, c'était parti. Il y a quelqu'un qui me l'a fauché. Il n'y avait plus de règles. C'était vraiment la jungle. On ne pouvait pas se fier à quoi que ce soit. Sauf quelques camarades très proches sur lesquels on pouvait compter. Justement, vous aviez des camarades, Oui, on était tout un groupe de Français, y compris le député communiste, et on se réunissait le soir pour faire le point. On prenait les communiqués sur la guerre qui figuraient dans les journaux allemands qu'on nous apportait. Qui vous les apportait? Mais les copains qui travaillaient dans les mines, qui étaient dehors en contact avec les mineurs, et ils ramenaient les journaux. Et alors, moi je traduis communiqué, et alors on se faisait évidemment aussi des illusions en disant, lorsqu'ils ont parlé de nouvelles armes, on a dit que c'est du bluff, et finalement, après on a su beaucoup plus tard, heureusement, que c'était pas du bluff du tout, hein, les V1, les V2. Et aussi l'histoire avec l'eau lourde qui était en cours. Mais je crois que si on nous avait dit que ça va durer 2 ans, on n'aurait pas tenu. On a tenu, je dirais, au jour le jour, d'un jour à l'autre, d'un jour le lendemain, le surlendemain. Mais finalement, ce sont 2 ans qui se sont passés avec 2 hivers. Alors la mortalité était terrible.
on voyait tous les jours évacuer les gens qui étaient morts. Il y avait une élimination de tous les gens qui étaient trop faibles pour travailler. On appelait ça les musulmans parce qu'ils étaient maigres, il n'y avait plus que les os, qui étaient à l'infirmerie. Et de l'infirmerie, ils étaient mis dans un bloc. C'était le bloc des condamnés à mort. Et il y avait toujours des convois. On disait, bon, on va vous ramener à Auschwitz pour vous remonter. Et c'était pour le four. Hein. Et vous le saviez, vous, Ouais. quand vous voyez partir vos camarades? Oui, oui. Ça, on a su. Parce qu'on a eu parmi nos camarades un qui ne voulait pas parler du tout. Et finalement, on a appris par lui, avec beaucoup d'hésitation, qu'il a, lui, travaillé au four. Il a brûlé ses propres parents. Alors, il était tellement... D'abord, il ne pouvait pas en parler. Alors donc, on savait et on allait voir les gens qui tenaient plus et on essayait de leur remonter le moral, mais malheureusement, on savait qu'on connaissait leur destination. Ça, c'était terrible. Donc pour vous, entre vous, vous aviez une cohésion dans votre groupe? Ah oui, oui, on se retrouvait où on était déjà dans le même commando. Parce qu'il y a aussi une chose, si vous êtes isolé dans un tel enfer et vous ne pouvez parler à personne, ça c'est terrible. Une fois j'étais au moins avec un camarade, il y avait des camarades qui étaient tellement abrutis, il n'y avait aucune communication possible, avec aucune conscience politique ou personnelle. Et il y en avait un dentiste avec lequel je pouvais communiquer un peu, mais après j'étais un certain temps tout seul, alors c'était terrible. Et le soir, on avait hâte de se retrouver pour faire le point de la journée. Et c'était tous des gens qui étaient politiquement engagés et moralement engagés. Parce qu'il y avait aussi une chose dans ce camp, des gens qui étaient dans la vie privée, avaient des grandes positions. Dans cette situation qui était vraiment une situation vis-à-vis de la mort tous les jours, ils étaient nuls. Ça fondait comme le beurre au soleil. Et c'était une véritable, ce passage par le camp, c'était une véritable radiographie des caractères. Il y avait quelquefois des gens très très simples qui se montraient d'une mentalité excellente et d'autres des gens qui étaient grands directeurs de je ne sais pas quoi, qui étaient zéro. Mais alors ça nous a évidemment beaucoup aidé. Bon, on a essayé de préparer aussi des plans d'évasion, mais ça c'était pratiquement impossible. Il y a eu, je crois, dans les 2 ans, 2 évasions qui ont réussi. 2 seulement? Oui. Et il y en avait un truc terrible, c'était lorsque nous, on était encore s'occuper des lampes, il y avait des camarades polonais qui nous demandaient des lampes, soi-disant pour écrire des lettres, parce qu'eux, ils avaient le droit d'écrire. Bon, on leur prêtait les lampes. Et un jour, on a découvert que sous une baraque, un des groupes, de ces groupes a creusé un tunnel sous la baraque qui passait en dessous de la clôture électrifiée et qui devait sortir en liberté en dehors du camp. Et ils avaient presque terminé et ils ont sorti ça commençait à bouger la terre et c'est des SS là qui nous gardaient, qui l'ont vu des Miradors et c'était l'échec. Ils ont arrêté tous ces gens-là et ils ont trouvé nos lampes dans ce tunnel. Alors nous, on s'attendait qu'on va tremper aussi dans cette affaire parce que les lampes, on savait que c'est nous. Oui, bien sûr. Alors on était très inquiets pendant un certain temps. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais un jour, ils ont ramené, c'était 9 copains, ils ont ramené ces 9 déportés polonais
ils ont dressé des potences et ils ont réuni tout le camp. Et ils les ont brandus. C'était terrible. Alors on s'est dit, bon, tant pis pour nous, on va essayer de se révolter, mais il y avait des mitrailleuses de tous les coins. Et finalement, on n'a pas eu ce courage. Évidemment, on nous aurait bousillé aussi. De toute façon. Et alors, l'ironie, c'était, ils sont venus avec des jugements, avec un sceau en cire, condamnés par tel et tel tribunal, etc., pour justifier la pendaison parce qu'ils voulaient se sauver. Et ces camarades, ils étaient très courageux. Ils ont condamné le nazisme encore étant pendu. Ils ont voulu faire un exemple, en fait, pour les autres. Oui, pour décourager les autres. Mais c'était pratiquement très difficile. Moi, j'ai essayé de me procurer des vêtements civils parce que par hasard, ce camp était situé dans une région où j'ai fait un stage pendant mes études dans l'usine d'un oncle, c'était à côté de Katowice. C'était à côté. Et j'ai trouvé des ouvriers civils qui ont connu mon oncle. J'ai dit, écoutez, vous ne pourrez pas nous aider parce qu'on voudrait se sauver. Et ils n'ont pas osé. Hein. Donc les civils avaient peur de vous porter secours. Oui, oui. De nous fournir Parce qu'on n'avait pas de vêtements, on était tondus tous les 8 jours, on avait le crâne rasé, on avait le tatouage, alors pour se sauver, et on était loin de la frontière allemande, ou parlons pas de la frontière française. Alors c'était extrêmement difficile. Alors là, après, il y a le front russe qui s'est rapproché, il y avait des bombardements, il y avait des avions. Et alors en janvier 1945, les SS ont évacué le camp. Alors on a dû partir à peu près, on était je crois 3000. Alors on a distribué un peu de vivres, on s'est habillé, on avait des vêtements qui n'étaient pas en laine, avec une capote, et avec un béret, avec des gants. Et alors finalement ils ont demandé l'évacuation, enfin ils ont commencé l'évacuation, et ça a duré au moins 48 heures. Parce qu'on a passé 2 nuits en route avant d'arriver dans un autre camp. Vous avez été évacué comment? À pied? À pied, oui, à pied. Et je ne sais pas combien de kilomètres on a fait. C'était ils voulaient nous évacuer vers l'intérieur, un peu plus vers l'Allemagne, en direction de Breslau. Mais alors, une nuit, on nous a mis dans une grange, dans laquelle il y aurait eu la place pour, je ne sais pas, 100 personnes. Et on était, je sais pas, entre 1500 et 3000. Alors, il y avait, à l'intérieur, il y avait un tel pêle-mêle de corps, les uns sur les autres. Alors, il y a des gens qui se sont hissés sur les poutres. Et moi, avec un copain, il dit, écoute, on va être tués là-dedans. On s'est mis dehors en plein hiver, il y avait la neige. J'avais trouvé une planche en bois pour être un peu isolé du froid. Alors on a passé un certain temps. Après, il y a des avions qui sont venus. Alors les SS nous ont obligés de rentrer là-dedans. Alors c'était un combat perpétuel pour être au-dessus et pas en dessous. Sinon, on était ensevelis vivants. Et alors le lendemain, on a continué. On a passé le soir encore par un village, mais on était tellement fatigués qu'on ne savait plus est-ce qu'on a des hallucinations ou est-ce que c'est réellement... Alors je me suis dit peut-être en me sauvant, lorsqu'on a traversé un village,
je pourrais sortir de ce convoi, parce que le convoi, il s'est étiré sur une très grande longueur, et on entendait tout le temps des coups de fusil. Et alors on a appris par les gens qui venaient derrière que les SS, tous les gens qui pouvaient plus suivre, ils les ont achevés. Alors il ne fallait pas arriver au bout du convoi. Alors on essayait, quand le convoi s'arrêtait, de s'avancer au maximum vers le début pour avoir la marge de sécurité pour ne pas être assassiné À la fin. à la fin. Mais vous ne vous reposiez pas pendant que les autres se reposaient, alors vous marchiez? On continuait, oui, pour être tout à fait au premier rang. Alors là, il y a eu des défaillances, des bons copains, ils disent j'abandonne, alors on les a soutenus. Moi aussi, à un moment donné, je flanchais, ils m'ont soutenu. C'était toujours le petit groupe de copains. Et on est arrivé finalement on nous a mis dans un autre camp. Alors lorsqu'on est arrivé là-bas, au moins on pouvait se coucher. Quel était ce camp? Ehrenforst, Ehrenforst. Alors là, on avait un peu de répit, mais notre effectif avait fondu de moitié. On était, je crois, on était parti 3000, on était à peu près 1500. Alors là, à un moment donné, les SS sont partis. Et on était entre les deux fronts. Les obus, ça passait au-dessus de nos têtes. Tant qu'on les entendait, ça allait. Hein. Entre quels deux fronts? Le front russe et le front allemand. C'était sur l'Oder, qui devenait plus tard la frontière polonaise entre Pologne. Alors, bon, il y avait des... Alors, c'était des baraques en bois qui prenaient feu. On s'est réfugié dans une maison qui était en pierre. On s'est couché par terre parce que les balles ils passaient par les fenêtres. Et après, lorsque ça s'est calmé, il a fallu se défendre contre des bandes de déportés pilleurs qui voulaient tout ce qu'il y avait, ils voulaient tout arracher. Alors on a dû prendre, j'ai pris une hache, et il y a un type qui voulait rentrer, je dis, ou tu enlèves les mains ou je te coupe les mains. Moi j'étais pourtant un pacifiste, on était arrivé à ces extrêmes. Et alors, lorsque les Allemands étaient partis, j'ai dit aux copains, il ne faut pas rester ici une minute de plus, malgré qu'il y avait le ravitaillement. Et on s'est installé dans une gare abandonnée, à proximité, mais pour y aller, on passait sous les obus. Hein, et on voyait les noirs terribles qui étaient creusés dans le coin. Alors on s'est rétabli un petit peu dans ce sens-là, dans ce temps-là, et il y avait toute l'armée rouge qui montait sur Berlin, qui passait chez nous. Alors on en a hébergé des officiers, c'était formidable. Et on voulait partir avec eux, mais ils ont dit on a le droit de vous prendre dans notre armée. Et là, vous aviez trouvé de la nourriture, vous dites? Oui, là, Comment il vous y avez avait, pour vous dire, les gens, chauffeurs de taxi parmi nos camarades, qui avaient découvert qu'à la gare, c'était plein de colis qui étaient destinés aux travailleurs de l'organisation de toi, tout ça, travailleurs étrangers. Et eux, ils étaient partis, puisqu'il y avait le front là. Mais les colis sont restés. Il a dit tout le monde à la gare pour transporter des colis. Alors on a ouvert les colis et il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus depuis 2 ans, du chocolat, du saucisson. On a mangé de tout, avec le résultat le lendemain, on était malade. Ah oui, parce que vous étiez sous-alimenté depuis 2 ans. J'étais plus habitué. Et alors avec l'armée rouge, on avait discuté, ils nous ont dit qu'il y a des rapatriements organisés à partir de Cracovie. Mais on était loin de Cracovie. Alors un jour, il y a des copains qui ont pris des valises avec un tas de trucs qu'ils avaient raflés là dans le coin. Vous ne réalisez pas où on est. Moi, j'ai trouvé un ancien sac de pommes de terre que j'ai doublé. J'ai coupé les trucs là qui sont sous les lits, vous savez. On a fait des
Enfin, je me suis confectionné un sac à dos. J'ai flanqué là-dedans une paire de chaussures de rechange et un pantalon de rechange. Vous aviez trouvé là-bas aussi? Oui. Et il y a un de nos copains qui était boulanger qui nous a fait un jardin avec ce qu'on avait trouvé. Enfin, on a pris un peu de ravitaillement, on est parti. Et finalement, on est arrivé à un endroit intermédiaire où il y avait un camp russe un camp militaire qui nous a reçus. Là, parce que j'avais le bras gelé, j'avais perdu un gant, et avec le froid, j'avais un bras gelé. Alors là, ils m'ont même donné des vitamines B pour récupérer mon bras, mais c'était pas facile. Et de là, finalement, avec des tramways, avec des trains, il y avait des morceaux de train, on est arrivé à Cracovie, mais Cracovie, la gare était détruite complètement. Le train s'est arrêté presque en rase campagne. Alors à Cracovie, on a essayé si on trouve des maisons où il y avait encore des toits intacts pour coucher, parce qu'on est allé dans un centre d'accueil, et lorsqu'on a vu toute la vermine sur des gens qui étaient là-dedans, on a dit on ne peut pas rester là. Alors on s'est installé dans une maison qui était encore intacte. On a pris contact avec les autorités, et finalement on nous a mis dans une caserne où j'ai parlé là au responsable en expliquant notre situation, qu'on était déportés politiques. Il a dit, bon, mais je vous promets que vous participerez au premier convoi. Alors, un jour, rien ne venait. Un jour, je vois qu'il y a un convoi qui se forme. Je me suis précipité sur le responsable. Je lui ai dit, mais vous nous avez promis qu'on participe au premier convoi. Ah, il a dit, je vous ai oublié. Alors, il a vite encore ouvert la porte et on a attrapé juste la fin du premier convoi. On était 800. Alors, il y avait un peu de tout, des déportés de France, des prisonniers de guerre libérés, etc. Et aussi même des gens des camps de travail, là, de l'organisation TOT. Et alors on a mis, je crois, une semaine pour aller de Cracovie à Odessa parce qu'il fallait laisser passer les trains militaires qui montaient sur Berlin. Alors on est arrivé finalement dans de très bonnes conditions. Ils avaient mis des planchers dans les wagons à bestiaux, on pouvait dormir, il y avait un poêle, il y avait une distribution de soupe, c'était bien. C'était déjà, le paradis par rapport au... Et alors là, on est tombé sur des journalistes anglais qui nous ont demandé d'où venez-vous, comment ça s'est passé, etc. Et on nous a embarqués sur des paquebots magnifiques qui ont été transformés en transporteurs de troupes. Alors on est parti d'Odessa. La guerre n'était pas finie, hein, tout était miné. C'était en quelle année ça? C'était en 1945? Oui, c'était... À peu près à quel mois? C'était en février-mars. On est arrivé, alors finalement, on a traversé le Bosphore, on est arrivé à Port Saïd, parce que là, il y avait des prisonniers de guerre qui devaient rentrer en Australie. Alors on nous a débarqué sur un autre bateau du même genre, et on est reparti, on ne savait pas où. Et finalement, on est arrivé à Naples. Vous rapprochiez là. Oui. Alors à Naples, on nous a transportés à Aversa. Alors Aversa, c'était un genre de monastère très bien installé avec des sœurs. Et il y avait, c'était un ancien hôpital de fous. D'ailleurs, il y avait un gars qui nous a fait un accueil chaleureux, oh, la grande France, etc., etc. On était très touchés, on était même étonnés, mais après on a compris que c'était un fou qui était resté. Alors on était un peu déçus.
Et là, il y avait un commandant anglais qui était merveilleux, qui a dit, écoutez, je ne sais pas quand j'aurai un bateau pour vous ramener à Marseille, organiser des séances de sport. Et on m'a bombardé responsable de ce combat parce que personne ne parlait anglais. Vous vous rappelez le nom de ce commandant? Oh, je dois le retrouver dans mes papiers. Mais enfin, il était formidable et on est resté encore en rapport après, longtemps après. Il m'a remercié de l'aide que j'ai apportée, mais enfin, c'était pas grand-chose, c'était la moindre des choses. Et moi, je l'ai remercié parce que c'était un accueil extraordinaire. Et en quoi consistait votre rôle puisque... J'étais obligé de faire le traducteur. Alors, lorsqu'on est arrivé, il a fait un grand discours d'accueil que je devais traduire. Et après, on a organisé des séances de théâtre parce que dans la foule, il y avait des gens de toutes les provinces françaises. Alors, on a fait une soirée folklorique et tout l'état-major du camp, là, on les a invités. Et ils se sont trouvés comme s'ils étaient à Paris, en Montmartre, ou quelque part. C'était... Mais alors là, il a fallu d'un jour à l'autre avoir l'identité et la destination de tous les 800. Et on nous avait distribué, le consul de France de Naples nous avait distribué des cigarettes. Et j'ai annoncé une distribution de cigarettes contre déclinaison d'identité. Et comme ça, j'ai pu avoir toutes les adresses. Ah bon, c'était un bon moyen. Donc vous avez pu établir l'identité de toutes les personnes qui étaient dans le camp. C'est ça. Et alors ça, c'était la condition sine qua non, et comme ça, on a pu organiser le départ. C'était un contrôle individuel, et on nous a embarqués sur un bateau néo-hollandais là, et c'était, moi j'ai embarqué le dernier parce qu'il fallait que je reste au contrôle. Et alors lorsque je suis arrivé au bateau, le capitaine m'a demandé déjà pour traduire les consignes de sécurité. Alors j'ai commencé à traduire les consignes de sécurité, mais j'avais pas dormi pendant 2 heures pour préparer le départ, ouais, pendant deux nuits, oui. Et alors en parlant, tout d'un coup, je me suis endormi. Alors finalement, je me suis couché. J'ai pas vu qu'il y avait encore quelqu'un dans la cabine. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. C'était le lecteur de la langue polonaise de l'université de Toulouse. Et on a parlé de Katyn. Et moi, j'étais convaincu que les Russes étaient à l'origine de Katyn. Et lui, il m'a dit non. Que c'était les Allemands qui avaient fait Katyn. Il a dit non, c'est les Russes qui ont liquidé toute l'élite polonaise. Déjà à l'époque, hein. Maintenant on l'a évolué. Alors finalement j'ai dû passer encore une soirée avec le responsable du secrétariat du bateau pour pointer l'effectif. Donc, à l'arrivée... Oui, non, c'était en mer. En mer. Et j'ai posé à ce jeune Anglais, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans? Moi, j'étais hors du monde pendant 2 ans. Alors, il m'a raconté, il m'a fait une synthèse des événements et je suis resté avec, c'était un historien, je suis encore aujourd'hui en rapport avec lui. Il est maintenant en Nouvelle-Zélande. Alors finalement, on est arrivé enfin à Marseille, mon point de départ, exactement 2 ans après mon arrestation. Et à la descente du bateau, j'ai été interviewé par un monsieur qui m'a dit comment ça s'est passé, etc., etc. Et c'était finalement un journaliste sportif très connu.
Et ça a été passé après la radio, et comme ça, il y a pas mal d'amis et parents qui ont su que je suis rentré. Et on a été reçus, il y avait le contrôle de police, il y avait un représentant du préfet qui m'a reconnu et que je n'ai pas reconnu d'abord. J'avais travaillé avec lui dans la même entreprise où j'ai été arrêté et qui était devenu entre-temps secrétaire général de la préfecture. Il était après chef de cabinet de Jules Mock, qui est devenu préfet à Bourg-en-Bresse, et qui m'a aidé, qui m'a mis une voiture à ma disposition. Enfin, ça a été... Et alors, on m'a demandé après, au début, de faire des rapports pour le ministère des combattants et des prisonniers de guerre, dont le ministre était Mitterrand. Et le responsable départemental, c'était Merly, qui est le maire, qui était jusqu'à peu le maire d'Antibes, que j'ai revu d'ailleurs aussi. Alors un jour, Merly m'a demandé, demain venez le bonheur, c'est le ministre qui vient, il faut que je vous présente au ministre puisque vous êtes le premier déporté rentré. Alors c'était ma première rencontre avec Mitterrand. Il y en a eu d'autres après. Voilà le périple bouclé, 2 ans. 2 ans, donc vous étiez parti en mars J'ai été 43 arrêté le 31 mars à Marseille. et 43 et je suis revenu 31 mars 45. 2 longues années. Ouais. Et pour en revenir un petit peu à votre détention dans les camps de concentration, quelles étaient l'attitude des déportés? Qu'est-ce que vous aviez Alors, dire là-dessus? c'était un phénomène étrange. On est resté à l'entrée, on a été tous égalisés, tondus, immatriculés, numérotés, habillés de façon pareille, et en principe, sans rien du tout, hein, nus comme un verre. Là. Mais alors, peu à peu, s'est formé à l'intérieur de ce camp, malgré ce départ égalitaire, une véritable hiérarchie. Cette hiérarchie s'est établie d'abord parce qu'il y avait des Polonais ariens qui avaient droit de recevoir des colis. Ils avaient donc la possibilité de se nourrir mieux que les autres qui n'avaient pas ce droit et qui occupaient finalement aussi tous les postes de commande. Le chef de camp était un Polonais, dans les ateliers c'était des Polonais. Qui n'étaient pas juifs alors? Non, et qui avaient donc plus de facilité de survivre que nous, nous n'avions que l'ordinaire, la soupe, le bout de pain et un complément. Et même déjà, nous, puisqu'on avait une tâche concrète dans un atelier, on avait un régime de faveur. On disait que le carbure, c'est pas bon pour la santé. On nous donnait une ration supplémentaire. Tout ça, ça permettait de se détacher de la masse. On était favorisés. En plus de ça, les gens qui sortaient, les mineurs avaient un autre régime alimentaire. On leur donnait du lait, parce que c'était, au point de vue atmosphérique dans la mine, c'était probablement nécessaire de leur donner ce complément. Et alors, finalement, il y avait des gens qui apportaient des cigarettes de l'extérieur. Finalement, s'est formée une véritable bourse. C'est-à-dire, les gens échangeaient les uns qui voulaient fumer et donner un bout de pain pour avoir une cigarette, d'autres donnaient un demi-litre de soupe pour avoir un bout de margarine ou quelque chose. Et alors, il y avait des véritables cours qui changeaient. Si un jour, il y avait beaucoup de cigarettes, alors le cours des cigarettes baissait. Si un jour, il y en avait peu, ça remontait. Alors, c'était fantastique de voir se créer dans un espace clos
Bon, il y avait des relations avec l'extérieur, mais enfin, de se voir rétablir des hiérarchies de ce genre et des véritables bourses de marchandises et même ils trafiquaient des chaussures contre quelque chose. Alors c'était vraiment un phénomène surprenant. Alors l'atmosphère à l'intérieur du camp était extrêmement dure parce qu'il y avait une discipline de fer, il n'y avait pas de repos, il y avait tous les jours à l'aube, il fallait être à la pelle, il fallait travailler dehors. Le soir, on était crevé. Et pour tout ce qui était anormal, ils appelaient ça la paye. Si quelqu'un avait commis quelque chose on leur donnait 10 coups de bâton, 20 coups de bâton. J'ai vu assommer des gens devant moi à coups de bâton, hein. Alors ça, c'était vraiment le régime de la force. Et ça, c'était un principe qui nous guidait dans notre résistance intérieure. Nous, on sortait tous, qu'on venait d'Allemagne, qu'on venait de France, qu'on venait d'autres régions. C'était quand même des démocraties où il y avait le droit était un principe établi. Et ça, c'était l'effondrement du droit devant la force brutale qui n'hésitait pas à assassiner les gens d'une façon sauvage. Et si on n'avait pas eu cette idée que ça ne peut pas, ça ne doit pas se faire, que finalement la force brutale prenne le dessus sur le droit, ce sera la fin du monde. Et je crois que cette idée partagée avec d'autres camarades nous a permis de tenir le coup. Et ces camarades que vous aviez au camp, vous les avez conservés, enfin, ils se sont retrouvés avec vous à Marseille? Non. Alors il y a un camarade que j'ai retrouvé, surtout l'ancien député communiste avec lequel je suis resté en rapport très longtemps. Il est malheureusement décédé. Je suis encore en rapport avec sa fille. Et il a été d'ailleurs à un moment donné président de la fédération de la rue Leroux. Et il y a un autre camarade avec lequel j'ai rompu pour une question sinistre, mais il faudrait peut-être la mentionner. Il y avait dans notre camp le père et le fils de la famille Bouchara, qui était une grande famille riche de tissus. Et il y avait une histoire de succession qui était très différente. Si le père était mort dans le camp avant le fils ou après le fils. Et alors, on a contacté mon camarade pour donner un témoignage qui était en faveur d'une de ses familles, Et on a essayé de l'acheter. Et lorsque j'ai su ça, il m'a demandé aussi si je me rappelais, je ne me rappelle d'ailleurs pas. J'ai dit, si tu acceptes ça, je ne voudrais plus te revoir. Alors il y a quelquefois des gens qui sortent des camps sans recevoir la leçon que ça devait être pour la vie. Et je crois que une de ces leçons qui c'était pour moi, c'était que j'ai pu entrevoir l'échelle de niveau de vie ou de survie qui existe et qui était beaucoup plus basse que ce que j'avais vécu auparavant. C'est pourquoi si aujourd'hui il y a un problème, je me dis, bon, mais après tout ce que j'ai vu, où j'étais, c'est pas un problème. Alors, malheureusement, il y avait un autre camarade à Marseille qui était un grand tailleur et qui a bien gagné sa vie après son retour. Et je l'ai rencontré une fois, il a dit, tu te rends compte, j'ai dû payer je ne sais pas combien pour me faire refaire les dents qu'on m'a cassées au camp. J'ai dit, tu n'es pas fou, tu peux être content que tu sois là. Alors il y a malheureusement
je crois, relativement peu de gens qui ont tiré ces leçons et qui étaient, dans une certaine mesure, un rare aspect positif de toute cette aventure. Mais autrement, c'était un combat contre la mort quotidien. Déjà pour survivre avec l'alimentation insuffisante, pour tenir dans le froid, pour tenir dans la soif, euh, pour parer les coups, pas seulement des SS, mais aussi des camarades. Moi, je me rappelle une fois avec ma ration de pain, je me suis promené dans le camp. Il y a un Russe qui vient en courant, qui me donne un coup contre mon pain, qui rattrape mon pain et il s'en va avec le pain. Alors je me suis même posé la question si dans des situations comme ça, il n'y a pas des gens qui même ne risquent pas n'hésitent pas d'assassiner quelqu'un d'autre pour survivre. Alors un autre phénomène inquiétant, c'était, on était confinés dans le camp. Bon, il y avait les sorties vers l'extérieur, mais on était confinés aussi au point de vue mode de vie. Et à un moment donné, j'avais peur que ça m'a déjà transformé c'est-à-dire que j'ai plus les initiatives normales, qu'on devient euh, un objet mécanique presque, qui suit le rythme du camp, qui est déterminé par le camp, mais qui a de moins en moins d'initiatives personnelles. C'est ce que j'ai aussi, lorsqu'il y a eu l'exode, euh, pour prendre une initiative entre le risque d'être assassiné et de sauver, l'énergie qui était nécessaire pour prendre la décision avait diminué. On était devenu, dans une certaine mesure, un automate par la régularité. Et aussi, je l'ai remarqué lorsque les SS sont partis après la marche de la mort, combien de gens se sont dit on reste ici, on a de quoi se coucher, on a de quoi manger, au lieu de prendre une initiative pour se sauver. Il y en a, et tous ces gens-là ont été repris après par les SS. Ah, donc les SS Oui, sont ils sont revenus encore. revenus, et heureusement nous, on n'était plus là. Donc vous avez fait partie d'un groupe qui Ouais, a ouais. décidé de partir. Vous étiez habillé toujours avec les Ah oui, vêtements alors pénibles. là, lorsqu'on était sorti euh, des camps, là, et on s'est installé dans cette maison, on a eu des contacts avec des gens qui étaient dans les camps des travailleurs obligatoires. Oui. Et là, on a trouvé des vêtements civils. C'est ce que lorsqu'on a rencontré la première patrouille russe, lorsqu'on est sorti du camp, on était déjà en civil, heureusement. Et j'ai pu, avec le numéro tatoué, j'ai pu expliquer avec les quelques connaissances de russe que j'avais que nous sommes pas des Allemands, mais des déportés politiques qui sortaient Du camp. du camp. Et alors là, ils ont dit, bon, vous êtes sous notre protection. On a pris une bouteille de champagne, je crois, on a trinqué avec eux. Et d'ailleurs, après, il y a toute l'armée rouge qui est arrivée. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que d'abord, on a vu, j'ai jamais vu une armée aussi hétéroclite que, pas seulement au point de vue habillement ou pour équipement en armes, mais aussi au point de vue masse de gens. Il y avait des Tartares, des Kirghizes, des Japonais, c'était un mélange de population inimaginable. Et aussi les moyens de transport, il y avait des trucs mécanisés, des trucs, bon, des chevaux, je crois, il n'y en avait plus. Mais enfin, c'était hétéroclite, mais une masse, un flot ininterrompu.
Et les officiers, alors nous on avait un cuistot qui a dit, ils nous ont demandé si on peut leur faire quelque chose à manger. Alors on avait tout ce qu'il faut, des poules, etc. Et on a dit oui, mais on ne peut pas vous servir, ils étaient 20 je crois, on ne peut pas vous servir tous à la fois. Alors on va faire 2 services. Bon, alors on a dit à l'officier, bon alors vous partagez, vous participez au premier service, il dit non. Après, mais après les autres. Et alors ils avaient aussi, ils étaient animés, ils avaient une conscience politique de cette guerre qui était impressionnante. C'était une guerre pas entre nations, mais c'était une guerre idéologique évidemment. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, on va refaire un bond en avant. Vous nous parliez tout à l'heure quand vous êtes arrivé à Marseille. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à Marseille? Vous étiez seul, vous vouliez reprendre contact avec votre vie antérieure, avoir des nouvelles de votre famille? Oui, alors je suis arrivé à Marseille, alors d'abord j'ai retrouvé, il y avait une famille là, à l'accueil qui a dit si toutefois vous ne trouvez plus personne de chez vous, vous avez un lit et un couvert chez nous. Et moi je suis allé dans le quartier où j'habitais, alors là j'ai appris que ma mère, on n'avait plus de nouvelles, elle s'est réfugiée, elle a été évacuée par la préfecture dans une maison en Ardèche, et après on n'a plus eu de nouvelles. Et de ma femme, ils ont eu les dernières nouvelles d'un camp qui était à la frontière française, je ne me rappelle plus maintenant le nom. Donc alors en ce qui concerne ma femme, j'avais toujours l'espoir de la revoir, mais en ce qui concernait ma mère, je me suis dit certainement je ne la reverrai plus. Alors j'ai été reçu par ces gens-là, et à l'arrivée, on a été tous radiographiés. Et moi, je n'avais pas d'adresse lorsque je suis arrivé là à Marseille. J'ai dit, mais avec mon séjour dans la briqueterie, il se peut que j'ai quelque chose au poumon. Alors je suis allé voir le service, il m'a dit, oui, on vous cherche déjà, votre radiographie n'est pas normale. Alors entre-temps, il y a une famille qui voulait héberger un prisonnier, je suis allé chez eux, j'ai accepté leur hospitalité, et la fille de cette famille travaillait dans un dispensaire antituberculeux. Et lorsque je lui ai dit qu'il y a cette radio suspecte, il a dit venez dans mon dispensaire. Alors j'ai été examiné par le professeur qui dirigeait ça. Il m'a ausculté, il a dit oh ça n'a pas l'air d'être très méchant, mais après à la radio il y avait quand même un trou comme ça, une pièce de 100 sous dans le poumon. Il a dit il faut que vous fassiez faire un pneumothorax. Alors on m'a fait un pneumothorax à Marseille dans l'hôpital. Et c'était enfin, j'étais à l'hôpital encore le 8 mai, le jour de la victoire. Pour moi, ce n'était pas une grande victoire. Hein. Et de là, il y a des parents qui m'ont procuré une place dans un SANA près de Grenoble, le SANA du département du Rhône. Et alors, lorsque j'ai pris le train, j'avais pas d'argent, ils m'ont donné un ordre de mission là, au ministère. Lorsque je suis monté dans le train, alors je me suis souvenu de la montagne magique de Thomas Mann, dont l'héros Hans Castorp va voir un cousin qui est malade au Sana et il n'en revient jamais. Et je me suis posé la question si je suivrais pas le même chemin, c'est-à-dire je monte là-haut pour ne jamais revenir. Enfin, on a été très bien soigné là-haut avec un médecin formidable, mais j'avais demandé auparavant à un médecin à Marseille ce qu'il pense, parce que moi je voulais retourner à l'armée, c'était avant le 8 mai. Il m'a dit, écoutez, ou vous suivez le médecin vous faites 6 mois de SANA,
et vous faites faire le pneumothorax, ou dans un an, vous ne serez plus. Alors, devant cet avis très net, j'ai dit tant pis, il faut que... Mais c'était dur après une inactivité politique ou, si vous voulez, civique de 2 ans, d'être encore condamné à une inactivité d'1 an. C'était un coup dur. Oui, mais les conditions n'étaient plus les mêmes. Oui, mais enfin, je me suis rétabli. Alors, vous vouliez savoir aussi ce que j'ai fait après, non? Pour votre femme, vous l'avez retrouvée comment? Alors, ma femme a été libérée de Ravensbrück peu avant la prise de Berlin par les Russes. Il s'est réfugié dans la maison de sa sœur qui était partie entre-temps en Autriche. Et on m'avait dit que lorsque j'étais en Sanaa, qu'il y a maintenant, on a créé un secteur d'occupation française, et on m'a conseillé d'écrire au général commandant l'armée d'occupation française à Berlin. Alors j'ai écrit pour demander qu'on essaye de trouver par ma belle-sœur des nouvelles de ma femme. Et lorsque ma femme a entendu à Berlin qu'il y a une représentation française, elle est allée et on lui a dit « mais vous pouvez rentrer immédiatement par avion ». Ben, elle devait fermer la maison de ma belle-sœur. Elle a dit « bon, je reviendrai le lendemain ». Le lendemain, c'était le premier jour de la distribution de courrier. Et elle a trouvé, adressée à sa sœur, une lettre qui était ma demande de ma femme. Et alors là, elle a su que je suis vivant et que je suis dans le Sanaa. Et alors elle a pris l'avion, elle est arrivée à Paris chez des amis qu'on avait convenu l'adresse en cas de séparation et qui sont dit où je suis. Et alors, lorsque je leur ai téléphoné pour faire les démarches, j'ai dit, mais votre femme est déjà arrivée. Et alors, on s'est retrouvés. Et alors, après le Sanaa, on m'avait dit, bon, essayez de vivre dans un climat stable, Grasse par exemple. Et c'est là qu'on est allé chercher une demeure ici. On a trouvé un petit appartement à Châteauneuf-de-Grasse avec une vue fantastique. Alors c'était, après l'enfer, c'était le paradis. Et là, j'ai d'ailleurs écrit mes mémoires, c'était déjà en 1946. En 1946, vous avez écrit vos mémoires. Pour me débarrasser. Ça faisait quand même un poids, toute cette histoire-là. Donc vous l'avez écrit en français? Oui, mais ça a été traduit en allemand aussi. Et ça a été publié? En Allemagne, oui. Pas en France, vous n'êtes pas arrivé. Tout à l'heure, on verra justement votre livre, si vous voulez. Et alors ici en France, j'ai commencé d'abord à reprendre un certain travail dans mon métier, parce qu'avec le pneumothorax, je ne pouvais pas trop bouger. J'écrivais des fascicules d'organisation pour l'entreprise où j'avais travaillé à Marseille auparavant. Et peu à peu, alors on est retourné à Marseille dans les années 48-49. Et je me suis établi après, j'ai repris du travail dans cette entreprise, mais après je me suis mis à mon compte comme organisateur libre. Et alors là, à l'époque, c'était une profession presque inconnue en France. Quand je disais l'organisation du travail, les gens disaient... On va couper. Vous
aviez écrit des livres sur les organisations, ce qui était assez peu répandu à l'époque. Oui, c'est la méthode d'organisation. Et alors après, je me suis j'ai eu le droit de continuer avec les clients que j'avais dans cette entreprise pour l'organisation, mais je me suis mis à mon compte. C'était un peu risqué, mais enfin ça a bien marché finalement. Et j'ai pu organiser des entreprises très importantes à Marseille, comme par exemple les fonderies du Sud-Est, qui c'était une spécialité pour les hélices de bateaux, les grands bateaux. L'hélice du bateau France a été coulée dans cette usine. Alors, ça c'était sur le plan professionnel. Sur le plan intellectuel, j'avais en Sana eu connaissance de la revue Esprit. Et j'avais appris qu'il y avait un groupe Esprit autour de Mounier, Emmanuel Mounier, qui s'était endormi. Alors j'ai remis en marche ce groupe-là, et ça c'était extrêmement intéressant. Il y avait la revue Esprit, pas une prédominance, mais elle est inspirée un peu sans être lié à l'Église par des gens catholiques, mais il y a aussi des protestants comme Paul Ricoeur. Et c'était un groupe très intéressant. Il y avait là-dedans des prêtres, des laïcs, et on a fait une étude sur le problème de l'école, qui était déjà à l'époque un grand problème. Et on a constaté une chose, que les gens qui sont passés par l'école publique ont fini dans les écoles dites libres, et inversement. C'était très amusant. Et alors, en même temps, je me suis intéressé au mouvement communautaire de Valence avec la coopérative Bois Mondo et Marcel Barbu. Et ça aussi, c'est un système presque comme les kibbutzim en Israël, mais sans habitation commune. Et ça, c'était une expérience passionnante, parce que c'était l'autogestion avant la lettre. C'était avant l'envoûtement pour l'autogestion qui, sur le plan politique, a été repris après par le Parti socialiste. Et parallèlement, je me suis occupé pour la première fois, parce que tant que je n'étais pas naturalisé, je ne voulais pas faire la politique. Mais une fois naturalisé, je me suis dit, d'ailleurs on m'a demandé de participer au grand rassemblement, un rassemblement démocratique révolutionnaire avec Jean-Paul Sartre et David Rossi, qui a écrit un des meilleurs livres sur la déportation, Les jours de notre mort. Je suis allé à Paris, et en partant de là, j'ai suivi tous les mouvements qui se sont constitués. Ça s'appelait le KJ, la Nouvelle Gauche, le PSU, et ça s'est terminé finalement par le nouveau PS. J'ai donc à Marseille, avec un camarade qui était un ancien communiste déçu, qui s'est intéressé aussi à ce nouveau mouvement, on a formé une petite section à Marseille. Alors j'ai dû participer aux congrès qui se sont tenus à Paris. Alors ça, c'était aussi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je crois qu'on a, par ces transformations diverses, on a quand même contribué à la formation de ce nouveau parti socialiste qui s'est formé. Alors j'ai eu des contacts avec Michel Rocard, avec Claude Bourdet, qui malheureusement vient de mourir, qui était le fondateur de l'Observateur, et qui était le fils d'Édouard Bourdet. C'était un résistant remarquable, et un homme extrêmement intéressant, avec lequel j'étais quelquefois
en désaccord sur le problème Israël-Palestine. Mais enfin, ça ne nous a pas empêchés de rester bons amis. Et je crois que vous m'aviez dit que parallèlement, vous aviez repris à un moment des études. Oui, alors en 1958, j'ai vu qu'on a créé sur le plan universitaire la possibilité pour des gens qui ont déjà un diplôme universitaire et qui sont déjà engagés dans la vie économique, professionnelle, de parfaire leurs études. Et je suis allé à l'Institut d'administration des entreprises à Aix-en-Provence, qui a été créé, je crois, en 1957. Et j'ai suivi pendant un an les cours. Et il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà par l'exercice de mon métier et par mes anciennes études, mais par exemple le droit français, je ne connaissais pas, statistique, je n'avais jamais appris. Alors c'était très passionnant et très intéressant. Alors j'ai fait un diplôme après un an qui s'appelle certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Je pensais en avoir besoin quelquefois en travaillant pour les administrations publiques, mais on ne me l'a jamais demandé. Pourtant j'ai travaillé pour des mairies, la mairie de Marseille pour ne pas la nommer, pour des préfectures, pour la mairie d'Aix-en-Provence. C'était la partie publique, et alors pour des entreprises privées, ici dans la région et aussi à Valence et surtout évidemment sur Marseille. Alors ça c'était un métier qui était pas très connu, c'était donc, il fallait d'abord convaincre les gens, leur expliquer que sans connaître leur profession au point de vue technique, on peut, au point de vue organisation, leur apporter des... Alors, il y avait toute cette période des missions en Amérique, missions de productivité, et à l'époque, je pensais que c'était un travail nécessaire et utile, parce que c'était la période de reconstruction en France. Tout était par terre, il fallait tout reconstruire. Alors, il fallait économiser la main-d'œuvre, la productivité. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire parce qu'aujourd'hui, la productivité et le chômage, Les données ont changé. ça devient... Alors, il y avait après une autre orientation, c'était les relations humaines qui sont importantes. Mais... Alors, finalement, en arrivant ici à Roquefort, on a quitté Marseille en 1971, il y avait ici des problèmes écologiques. Il y avait surtout la menace d'une carrière qui était à proximité qui était sur le terrain de Roquefort-les-Pins. Alors j'ai pris contact avec ces gens-là et de fil en aiguille, je suis venu après, pas seulement le président de l'association locale, mais le président de la fédération de toutes les associations des départements des Alpes-Maritimes, c'était une quarantaine, et membre de l'URVN, qui était le regroupement de ces 6 fédérations départementales dans une union régionale. Et alors le fait que j'avais à Marseille un client, une très grande carrière, m'a permis d'être très utile ici dans les difficultés que nous avions avec la réelle ici. Seulement, j'étais de l'autre côté. J'étais plus le conseiller des carrières, mais j'étais le conseiller des écologistes qui étaient menacés par la carrière. Et alors, même encore aujourd'hui, je suis vice-président de cette organisation. Mais enfin, j'ai heureusement trouvé un successeur qui a repris une grande partie de mes fonctions. Et c'est un problème qui est resté actuel à tel point que j'ai toujours dit, les seuls ou presque les seuls qui craignent pas le chômage, ce sont les écologistes. Alors, dans notre région, bon, ça fait 20 ans maintenant que je me suis lancé là-dedans. Il y a évidemment une conscience qui s'est développée
Il n'y avait pas de ministère d'environnement à l'époque. Et aujourd'hui, notre organisation est représentée dans toutes les administrations pour défendre l'environnement. Et j'ai reçu encore hier une personne qui nous soumet un projet de l'EDF pour renforcer une ligne d'électricité et qui veut avoir notre avis pour faire cette réalisation avec les moindres dommages écologiques. Et donc maintenant, on en tient Alors, si je pense qu'à l'époque, quand j'allais à la préfecture pour me plaindre de questions écologiques pour la carrière, on m'a répondu on a reçu ordre de ne plus recevoir quelqu'un sans être accompagné par le maire. J'ai dit, mais si le maire est notre adversaire, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, oubliez ça, je suis un particulier qui habite tel endroit, je viens pour... Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas vous refuser. Et aujourd'hui, c'est l'administration qui nous demande de les aider. Parce que souvent, c'est nous qui découvrons les problèmes avant eux. Et pas seulement qu'ils acceptent, mais qu'ils insistent même quelquefois qu'on se penche sur ces problèmes. C'est très intéressant. Alors là, vous avez témoigné aujourd'hui. Quelle est pour vous l'importance de ce témoignage? Je crois que ce témoignage est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce qui s'est passé. Et il faut même s'étonner ou constater qu'il a fallu 50 ans pour qu'on commence à découvrir et à s'occuper de ce qui s'est passé. Première chose. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils étaient mêlés de près à ce qui s'est passé. On vient de recevoir le pape en Allemagne et la responsabilité du Vatican en ce qui concerne les déportations, etc., le manque de réaction n'a pas été mentionné et pour cause. Donc, on a consciemment tué et caché beaucoup de choses. Et il est important de savoir que même dans un pays de haute culture comme l'Allemagne, des explosions de cette cruauté, de cette force brutale peuvent avoir lieu. Et nous avons malheureusement, ce message doit être une mise en garde. Malheureusement, on a eu d'autres phénomènes où de tels phénomènes se sont passés, rien qu'à voir ce qui s'est passé en Yougoslavie récemment. Donc je crois qu'il est nécessaire que ceux qui sont après nous puissent savoir ce qui peut se passer si on ne faisait pas attention. Et c'est donc une mise en garde contre de telles explosions qui peuvent avoir dans des conditions très particulières, mais des conditions qui quelquefois sont remplies pour que ça explose quand même. C'est le message que vous voudriez transmettre? Voilà, c'est ça. C'est pas trop long, j'espère. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, ça tourne. Alors ça, c'est le livre que vous avez écrit qui a été... Si vous Oui, voulez nous que expliquer. j'ai écrit en 1946 après ma sortie de Sana pour me débarrasser de ces mauvais souvenirs. Et ça a été, j'ai un neveu qui est dans l'édition en Allemagne qui a dit ça intéresse beaucoup les Allemands. Alors il a pris, j'ai fait taper le texte qui était en français comme il faut et lui s'est occupé de la traduction et ça a été publié il y a 1 an. Il y a 1 an seulement. Ouais. Donc en 1995, vous l'avez C'est ça, publié. oui. On a mis 50 ans pour le publier, 49 ans. Ouais. Vous voulez nous expliquer ce qu'est ce mot? Oui, ça c'est lorsque j'étais enfermé dans le wagon qui nous transportait de Drancy vers Auschwitz. Il y a à Karlsruhe un train civil qui s'est arrêté en face et j'ai pu chiffonner, écrire ce petit papier arraché à mon carnet de notes et le passer aux gens en face qui l'ont réellement expédié puisque
je l'ai retrouvé chez ma belle-sœur à laquelle c'était adressé. Voilà. Ça, c'est une lettre qui a toute une histoire. Il a fallu d'abord, dans le camp, avoir du papier, avoir de la colle pour, avec ce papier, constituer une enveloppe que voici. Ensuite, toujours en cachette, écrire la lettre que vous verrez tout de suite à côté et la faire poster par des civils avec lesquels on travaillait dans la briqueterie. Et cette lettre est réellement arrivée. La voici. Et elle date de la première année de camp, 1944. 28 janvier 1944. C'est-à-dire un an avant la libération. Oui. Ok. Moi, personnellement, je n'avais pas le droit d'écrire dans le camp, mais il y avait d'autres camarades qui avaient ce droit. Et il y en avait un qui avait le droit, mais personne à qui écrire. Alors, il m'a cédé son droit. J'ai écrit en son nom à ma belle-sœur en lui demandant d'envoyer à mon camarade un colis, parce que lui, il avait le droit de recevoir le colis. Mais il y avait toute une réglementation qui figure en dessous du titre camp de concentration Auschwitz, qu'il fallait observer en ce qui concerne l'écriture, la langue, le timbre, le format, etc. Et cette lettre est arrivée, mais c'était déjà au mois de janvier 1945 et nous avons été évacués avant de pouvoir recevoir un colis. Mais c'était préférable d'être évacué sans un colis que de mourir avec le colis. Ok, ça tourne. Ça, c'est la première pièce d'identité qu'on nous a délivrée à Cracovie. Je crois que c'était la Croix-Rouge, parce que nous, comme identité, seule identité, c'était le numéro tatoué sur le bras. Ça tourne. Ça, c'est la photo prise le jour de notre mariage en 1938 devant la mairie de Villemomble, donc avant la grande bagarre et la déportation, et avec ma femme que j'ai pu retrouver.